Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review du premier épisode de House of the Dragon. Et pour l'occasion, la vidéo est très spéciale puisque comme annoncé sur la chaîne, je suis actuellement dans le nord de l'Irlande du Nord et malgré le fait qu'on soit au mois de juin, vous voyez, il y a un temps magnifique, il pleut, voilà, c'est super. Donc on va faire vite avant de passer à un prochain endroit qui est encore plus iconique pour la saga Game of Thrones, vous allez voir dans quelques minutes. Car comme vous le voyez derrière moi, je ne sais pas si vous reconnaissez cette plage. Je suis actuellement sur la plage de Portstewart Strand, une des plages qui a servi au tournage de House of the Dragon et de Game of Thrones, notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque Jaime et Bronn sont à Dorne. C'est dans ces dunes que ça a été tourné, et c'est également l'endroit qui a servi pour les plages de Dragonstone, dans House of the Dragon du coup. Notamment la plage où on voit dans la première saison Rhaenyra accompagnée de Laenor qui discutent avant de se marier. Quelques minutes avant d'arriver ici, on était également tout au fond, vous voyez probablement pas avec le brouillard, mais sur une autre plage qui s'appelle Downhill Beach, sur laquelle a notamment été tournée la scène dans la saison 2, dans laquelle Mélisandre fait cramer tous les infidèles au nom de R'hllor, le dieu de la lumière. Donc premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon qui était assez énorme, même si très lent au niveau du rythme. J'en reparlerai tout à l'heure, mais j'avoue que je m'attendais à un peu mieux, même si on retrouve quand même cette énergie très intéressante de la première saison. Donc avant de passer au prochain lieu qui j'espère sera un peu plus ensoleillé ou en tout cas moins humide, pensez à vous abonner, likez la vidéo, mettez un petit commentaire histoire de motiver parce que ça pique un peu. D'ailleurs, info, je suis en vert, mais c'est pas forcément un vote de confiance pour l'équipe des Verts. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Surtout que bientôt il y aura une vidéo avec tout le road trip en Irlande, avec tous les lieux de tournage, notamment ceux de Game of Thrones, House of the Dragon et même quelques autres, Harry Potter, Braveheart et plein d'autres. Voilà, abonnez-vous, likez et à tout de suite pour un autre endroit plus chaud. Voilà, on est donc au Dark Ages, un des endroits les plus emblématiques de l'Irlande du Nord concernant Game of Thrones. Pour les plus connaisseurs, vous reconnaîtrez King's Road, la route du roi qui permet d'aller du nord jusqu'à Port-Réal, que je crois qu'on n'a pas encore vu dans House of the Dragon, mais qui ne devrait pas tarder étant donné qu'ils vont bientôt arriver dans le Conflent. Et donc, entrons dans le vif du sujet. Premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon, qui était plutôt pas mal, même si c'est un premier épisode, donc ça met beaucoup de choses en place sans vraiment entrer dans les détails et tout ça. Personnellement, j'avoue que je m'attendais à ce que l'intrigue sur Blood and Cheese, sang et fromage, soit plus longue, prenne plus de place dans l'épisode, que la mayonnaise monte un peu plus, qu'on fasse vraiment monter le côté presque horrifique, très thriller, avec le côté angoissant, notamment pour la reine Helaena, tout ça. Mais bon, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est vrai que c'est passé un peu vite. Sinon, déjà, première chose, techniquement, épisode brillant. Comme d'habitude, la prod d'HBO sur ça, ils n'ont pas changé, ils sont toujours aussi bons. La production design, toujours parfaite, les décors, la lumière, géniale, avec vraiment une ambiance, malgré le côté assez sombre qui reste, quel que soit le lieu, on a vraiment une ambiance différente entre Dragonstone et Port-Réal, ou même avec le Nord. D'ailleurs, notamment justement le début de l'épisode qui commence au Nord, petite intro fan service, puisqu'elle n'a pas amené grand chose de très intéressant, si ce n'est une petite anecdote sur le fonctionnement de la famille Stark, avec le fait qu'ils donnent un homme à chaque hiver à la garde de nuit. J'avoue que je m'attendais à un peu plus que juste voir Winterfell, voir le mur, voir Jaehaerys se promener sur le mur et de le voir l'autre côté du mur. On a aussi une petite info sur le fait que la dernière fois que le roi Jaehaerys et sa femme sont venus, les dragons ont refusé de passer le mur. Donc ça c'est intéressant puisque ceux de Daenerys ont accepté de le faire. Donc petite anecdote, mais c'est tout. Il y a un petit teasing sur les marcheurs blancs, sur la mort, sur le grand ennemi qui se trouve au nord et pas seulement les sauvageons et le froid. Mais sinon voilà, ça passe très vite, même à la fin de l'épisode, Jaehaerys revient à Dragonstone pour consoler sa mère quand il a appris la mort de son frère. Ce qui est un peu dommage, je m'attendais à en voir un peu plus tout au long de la saison, peut-être sur un ou deux épisodes, le voir justement visiter Winterfell, rencontrer la fille bâtarde Stark avec qui peut-être il aurait potentiellement eu une liaison, ou même tout simplement voir son dragon s'adapter au froid. Puisque d'après les écrits, il se serait caché dans les caves de Winterfell pour se cacher du froid. Il aurait même apparemment pondu des œufs, mais ça apparemment on le verra pas, à moins que Jaehaerys retourne à Winterfell d'ici la fin de la saison ou peut-être plus tard dans la série s'ils ont légèrement retravaillé la chronologie. Oui, aussi rapidement concernant Cregan Stark qui accepte d'envoyer des troupes, à peu près 2000 hommes, mais pas des troupes régulières. Il envoie les barbes grises, à savoir les vétérans du Nord, qui sont des vieux combattants qui ont survécu à plusieurs batailles et qui en gros n'ont qu'une seule envie, c'est de périr au combat, un peu comme pouvaient l'être les Vikings. Donc ce seront les troupes qui vont arriver probablement plus tard dans la saison, peut-être même en fin de saison, dans le Conflent pour les batailles à Harrenhal. Donc après Winterfell, cette petite intro qui dure quelques minutes seulement, peut-être une dizaine de minutes,
On retourne à Dragonstone où on retrouve Daemon Targaryen qui se chauffe, il est au taquet, il vient d'apprendre que le fils de sa femme vient de mourir, il veut se venger, fidèle à lui-même, il est toujours soif de combat et de sang. Voilà, donc là on a des vrais fans qui passent, voilà. Regardez ça, ils ont carrément la tenue de la garde de nuit. Là on a droit à des vrais fans de Game of Thrones. Bref, du coup qu'est-ce que je disais? Oui, donc Daemon qui s'en prend même à Rhaenys qui vient au parking avec son dragon Meleys. Il s'en prend même à elle en lui disant qu'elle aurait dû tuer Aegon avant son couronnement lorsqu'elle s'est enfuie. Ce que j'avais dit, je crois, dans ma review à l'époque de la saison 1, mais bon, voilà, elle n'avait pas forcément envie de déclencher une guerre, elle non plus. Et heureusement, Rhaenys se fait la voix de la raison, essaye de tempérer un peu le tempérament sanguin de Daemon. Puisque justement, donc Daemon qui tente de garder un peu la maison sur pied pendant que sa femme a disparu en essayant de faire son deuil de son fils, Lucerys, qui est mort donc juste quelques jours plus tôt dans le dernier épisode de la saison 1, qui patrouille entre guillemets, qui cherche la plage autour d'Accalmie pour retrouver le cadavre de son fils ou ne serait-ce qu'une trace pour avoir la preuve physique que son fils est bien mort, comme l'explique Rhaenys à Daemon. C'était plutôt un beau moment, on voit vraiment comme dans le dernier plan où Rhaenyra se retourne à la fin de la première saison, on voit vraiment qu'elle est démolie, elle est détruite, ça se voit sur son visage, sa tresse, ses cheveux, ils sont en bataille, un peu comme moi en ce moment. Elle est très tirée, elle est fatiguée, elle est blanche, elle n'a pas dû dormir depuis plusieurs jours à patrouiller avec son dragon sur le bord de mer. Et finalement, elle réussit à trouver une aile du dragon et un vêtement qui appartenait à son fils, probablement sa cape. Donc la preuve est là, que son fils est bel et bien mort. Et donc elle rentre à Dragonstone. Tout le monde est là pour l'accueillir, tout le monde l'attendait pour savoir un peu quoi faire. Est-ce qu'on mobilise les troupes dans le conflant? Est-ce qu'on attaque Port-Réal? Est-ce qu'on se déchaîne la folie des dragons dès le début? Est-ce qu'on se la joue Daenerys en gros? Et elle, la seule chose qu'elle exige, la seule chose qu'elle demande, c'est la vengeance. Un fils pour un fils, le titre de l'épisode. Donc Rhaenyra qui demande la tête d'Aemond, l'assassin de son fils. Sauf que comme je l'avais dit dans ma précédente review du dernier épisode de la saison 1, pour moi presque le déclencheur de cette guerre, c'est pas Aemond, mais plutôt les dragons, puisque c'est le dragon de Lucerys qui a craché du feu sur Vhagar, qui en représailles a croqué le dragon et Lucerys, donc déclenchement de la guerre. Donc au final la danse des dragons a presque été provoquée par les dragons, ce qui est à la fois ironique et poétique. Entre temps on a aussi vu Daemon qui donc quand il était en train d'essayer un peu de gérer la baraque avant qu'elle revienne, Mysaria, le ver blanc, donc la première entre guillemets maîtresse des chuchoteurs qui du coup fuyait Port-Réal, et donc elle a été capturée par les troupes Velaryon et remise à Daemon. Et une fois en cellule, Daemon, qui avait donc un lien assez étroit avec elle à l'époque où ils vivaient tous à Port-Réal, réussit à trouver un arrangement avec elle, sa liberté contre des informations, puisque c'était son taf de fournir des informations. Et juste après on voit donc les conséquences de ces informations, puisque une fois que Rhaenyra a exiger la vengeance, il va contacter deux individus qui potentiellement pourraient accomplir une mission en secret, à savoir un des membres du guet qu'il dirigeait lorsqu'il était encore capitaine du guet sous le règne de son frère, et le ratier, le chasseur de rats du donjon rouge, puisqu'apparemment c'était aussi un métier, un type qui était là toute la journée à chasser les rats pour éviter que ça remonte dans le château. Et donc ces deux individus, à savoir justement Cheese, le chasseur de rats, et Blood, le soldat, vont s'infiltrer dans le château pour accomplir cette vengeance. Entre temps, on a aussi vu donc à Port-Réal les choses un peu se mettre en branle. On voit toujours les intrigues de pouvoir, on voit Aemond qui se la joue un peu coq, il est assez fier de ce qu'il a fait, même si au final il a provoqué une guerre. Entre temps, Alicent et son père Otto, la main du roi, qui essaye de contrôler un peu les dégâts qu'a fait Aemond en tuant le fils de Rhaenyra. Ils essayent de voir s'il y a un moyen de régler le conflit dans la paix, ce qui ne sera clairement pas le cas, on va très vite le voir. En même temps, on voit Aegon qui donc sur le trône, qui est vraiment pas du tout fait pour le taf. Il prend presque toujours les mauvaises décisions. Par exemple, lors des doléances, le peuple vient se plaindre, il leur donne tout ce qu'ils veulent. Alors sans réfléchir aux conséquences, par exemple le coup des moutons, du coup il est prêt à les rendre alors que les dragons ont besoin de se nourrir en cas de guerre. Les forgerons qui viennent et qui ont besoin d'argent, vas-y on les paye, on a besoin de vos armes. Oui mais bon, peut-être il faut aussi faire des économies, la guerre ça coûte très cher. Voilà, donc on voit clairement que comme on avait déjà pu le soupçonner dans la première saison, il n'est pas fait pour le boulot de roi. Ce qui est d'ailleurs une chose que son frère Aemond va très vite se rendre compte, je pense, ce qui va probablement le pousser à vouloir lui-même s'emparer du trône, ou au moins se rapprocher du trône pour un peu prendre des décisions.
Concernant Aegon et le fait qu'il n'est pas du tout prêt pour le trône, par exemple, on voit qu'il préfère passer ses soirées plutôt que de faire des conseils de guerre, à réfléchir à des stratégies ou ce genre de choses, ou tout simplement faire des alliances politiques. Ben non, il préfère picoler sur le trône de fer avec ses copains, comme un adolescent de 15 ans sur le parking de la supérette, faire des blagues graveleuses, à parler de cul, à faire des blagues douteuses. Donc voilà, donc on a vraiment un roi inutile, roi incompétent qui est entouré heureusement de gens plutôt intelligents et plutôt très fins, très stratèges. Sauf que ça montre aussi le côté manipulateur, le côté vicieux, le côté intrigant des Verts. Alors qu'à l'inverse, on voit toujours les Noirs comme des gens honorables qui essayent de ne pas faire la guerre malgré la douleur de Rhaenyra, qui essayent de régler les choses de manière légale et pacifique. Bien sûr, Daemon, lui, égal à lui-même, veut toujours trucider des gens et les cramer. Ça, c'est voilà, c'est lui, ça changera pas. Hein. Ce qui m'amène du coup à l'intrigue principale de l'épisode, à savoir l'assassinat de l'enfant de l'héritier des Verts, qui pour moi aurait dû, je sais pas, prendre plus de temps dans l'intrigue, laisser monter vraiment la tension pour que presque on s'attache aux Verts et qu'on ait presque pitié d'eux. Que la reine Helaena, qui d'ailleurs avait pressenti le truc, elle a dit qu'elle avait peur, non pas des dragons, mais des rats. Donc on est toujours sur une reine omnisciente presque, avec vraiment ce côté devineresse. Et du coup, ouais, j'aurais aimé qu'on s'attache aux Verts. C'est pas pour ça que je suis en vert, comme je disais tout à l'heure. Moi, je suis clairement pour le camp des Noirs, mais je pensais que cet épisode allait nous faire un peu changer d'opinion, qu'on se dise finalement, eux aussi, ils sont pas si méchants, ils ont un cœur, ils vont souffrir de la perte de cet enfant. Alors que là, on nous montre juste la reine qui dit c'est lui, ok. Il y avait le choix, c'était soit lui mourait, soit les trois mouraient, donc pourquoi pas. En plus, elle ne voulait pas qu'il soit roi, donc c'était aussi un moyen pour elle de le libérer de son destin de roi dont elle voulait absolument pas qu'il soit la victime. Mais ouais, j'ai trouvé ça dommage que ce soit seulement les 20 dernières minutes d'un épisode de 50 minutes qui parle de ça. Je pensais que dès le début, on allait voir Helaena en train de border ses enfants, de les aimer, de les chérir, de les câliner, de montrer toute l'affection qu'elle avait pour eux jusqu'au moment où elle allait devoir faire ce choix déchirant de devoir le sacrifier et qu'on s'attache vraiment à elle et que en gros cette saison devienne un peu le shift, et que alors que dans la première saison on était vraiment du côté de Rhaenyra, de Daemon, et que clairement Alicent était une connasse à lui voler son père alors qu'elle avait 15 ans et que lui en avait 50, enfin peut-être pas 50 mais voilà, vous voyez l'idée, Otto qui était manipulateur et tout, et là en fait on reste dans le même paradigme, les Verts sont des méchants manipulateurs et les Noirs sont des gentils qui souffrent mais qu'il faut pas non plus emmerder sinon ils vous défoncent la gueule. Donc ça c'est un peu dommage, surtout qu'en plus la chose assez ironique c'est que le passage secret couvre Cheese pour arriver dans le château au niveau de la famille royale, c'est la chambre d'Aemond. Donc au final ils auraient juste eu à attendre quelques minutes là, peut-être quelques heures, Aemond serait rentré dans sa chambre, il l'aurait pris en embuscade, il l'aurait tué, il n'y aurait pas eu de souci, plutôt qu'aller explorer le château pour finalement tomber dans la chambre de la reine avec ses enfants qui dormaient dans leur berceau. Et surtout que pareil, encore une fois, au niveau de l'héritier, la seule chose qu'on nous a montré c'est qu'il était insupportable et qu'il était débile comme son père. Après lui aussi est consanguin, donc c'est pas compliqué d'en faire un quelqu'un de débile, mais pendant le conseil restreint, la seule chose qu'il arrive à faire c'est à jouer à la baballe et à faire chier le grand argentier, qui en plus du coup c'est lui qui passe pour un enfoiré, alors que lui il est juste en train d'essayer de faire son boulot, de respecter la tradition, les règles, avec l'histoire de la boule qui a été du coup créée pour le coup de la série, qui n'est pas présente dans les livres mais qui était une très bonne idée, déjà j'en avais parlé dans la saison précédente. Et là non, il est là, il joue à la baballe, il fait chier le monde. Donc presque en tant que spectateur on a presque envie de se dire bien fait pour lui, il l'a mérité, son père est un abruti, sa mère est certes gentille mais on n'a pas eu le temps de s'attacher à elle, lui il est insupportable, donc tant pis, voilà. Et c'est un peu dommage. On n'a pas la vision, heureusement, pour les âmes sensibles, on n'a pas la vision du décapitage, on a juste le bruitage. Voilà, les plus sensibles auront apprécié, je suis sûr. Mais voilà, non, c'était vraiment du coup un épisode à la fois bien, un retour en force. On est personnellement je suis ultra heureux que la série reprenne, j'ai hâte d'en reparler toutes les semaines avec vous. J'espère que vous aussi vous avez plein de choses à dire dessus, je suis sûr que là dans le contexte j'ai oublié plein de choses. Même si là le décor est magnifique, on est en direct de Westeros, un décor qui je suis sûr a été utilisé dans la saison 2 ou en tout cas a été utilisé dans Game of Thrones, donc dans tous les cas on est à Westeros. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites réflexions sur l'épisode, de choses que je n'ai pas abordées, ou si au contraire vous êtes d'accord, pas d'accord avec des choses que j'ai dites. Mais voilà, ouais, un épisode où vraiment que j'ai trouvé à la fois bien parce que j'étais hyper heureux de retrouver tous ces personnages, tous ces lieux, toutes ces intrigues. J'ai vraiment envie de voir où tout ça va mener, mais en même temps un peu déçu. J'aurais vraiment, je pense, aimé que le coup de Blood and Cheese qui dure presque 30-40 minutes sur les 50 et que vraiment on s'attache à ces personnages, qu'on soit presque écœuré de la mort de ce petit prince, alors que là c'était juste ok, il est mort. Pareil, le personnage de Aemond avec au milieu de toute cette famille de comploteurs, de menteurs, de tricheurs, lui il est encore considéré par sa famille comme quelqu'un de colérique, de rancunier, alors que c'est chose faite.
faite. Et du coup, c'est vraiment... ouais, je trouve que c'est très réducteur pour un personnage comme lui qui a l'air plutôt complexe. J'espère que c'est juste la vision qu'ont sa mère et son grand-père de lui et qu'il va nous montrer vraiment tout ce qu'il a sous le pied dans la saison. J'ai même lu un article où justement il explique que l'acteur a refusé de croiser sur le tournage ou même de parler, de manger avec Matt Smith parce qu'il voulait vraiment que dans sa tête, le personnage de Damon reste Damon et pas Matt Smith et que le premier regard qu'ils échangent soit celui qu'ils échangent la première fois dans la série qui apparemment sera dans le dernier épisode. Donc un épisode qui promet déjà du très lourd. Voilà, donc je pense que j'en ai fini pour cette rapide review, réaction plus ou moins à chaud de l'épisode. Je vais donc vous laisser, je vais profiter un petit peu de The Dark Ages, la route du roi. Évidemment, abonnez-vous, petit pouce, mettez-moi en commentaire tout ce que vous avez à dire sur cet épisode. J'en reparlerai plus en profondeur peut-être dans l'analyse avec l'épisode 2 si jamais j'ai oublié quelques détails parce que je vous avoue que là, il fait un peu frais, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc à très vite sur Anaka Land. Bye!